Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un monument, de l'église de Saint-Gilles. Alors, je sais pas, ce sera peut-être un petit peu trop long, je ferai peut-être deux parties, et je vais voir un peu comment ça se passe. Alors, l'église de Saint-Gilles, dans le hameau du même nom, alors plus exactement, c'est l'église Saint-Gilles-des-Champs, dans le hameau de Saint-Gilles, se trouve à l'est d'Hennebont. Alors, il faut savoir que pendant longtemps, Saint-Gilles va être partagé entre Languidic et Hennebont, et que même au XIXe siècle, Saint-Gilles va avoir la velléité de se constituer comme une commune à part. Ça va être dans les projets, mais ça déplaît aux édiles parce qu'à Saint-Gilles, il y a beaucoup d'ouvriers des forges, et on craint qu'avec une commune indépendante de Saint-Gilles, on ait un vote qui puisse être un peu trop proche d'un vote ouvrier. Donc les choses ne se feront pas et Saint-Gilles va rester dans Hennebont. Mais là, on est beaucoup plus tard dans l'histoire du hameau que l'église. D'autant plus que l'église de Saint-Gilles est un édifice remarquable par son histoire, puisque les premières traces que l'on ait du bâtiment, c'est le XIIe siècle. Alors Saint-Gilles Saint-Gilles-des-Champs est un édifice qui se situe au cœur du village. Il conserve, alors il n'a plus son cimetière autour de l'église puisque celui est déménagé à la fin du 19e siècle, mais on conserve quand même l'esplanade qui marque cet emplacement funéraire qui se situait tout autour de l'église. On a même aussi conservé les pierres tombales qui sont devenues des éléments de décor. Je pense à deux belles pierres qui font maintenant les montants du grand portail côté ouest, et puis vous en avez une d'un prêtre qui est à l'intérieur du petit porche, et vous en avez deux qui ont été utilisés comme échaliers, c'est-à-dire comme petite barrière pour l'entrée de l'église. L'échalier, c'est ce qui empêchait les animaux d'entrer dans l'espace sacré. Donc je vous disais, un édifice ancien, puisqu'un édifice qui est du XIIe siècle, donc on est à un siècle après les premières mentions du nom d'Hennebont. Saint-Gilles, en plus, il y a une autre église à l'époque qui est l'église Saint-Gilles à Hennebont, qui est l'église Saint-Gilles-Trémoëc, qui est l'église paroissiale originelle de la ville, qui se trouvait du côté de la ville close mais sans être. Allez, en gros, elle devait être dans le quartier de la rue du Four, juste au-dessus de la place Mourdia. C'est à peu près ici que la carte archéologique tend à la situer. Trémoèque, il n'est pas évident d'avoir une étymologie. Est-ce que c'est trêve moréque, c'est-à-dire une trêve du bord de l'eau, faisant allusion à la situation près du Blavet? Là aussi, c'est pas évident à savoir. Une trêve, c'est tout simplement un découpage de paroisse. Voilà, quand vous avez une paroisse extrêmement importante, eh bien, elle est découpée en trêves. Donc on peut presque légitimement se poser la question de savoir si Saint-Gilles, l'église et le village ne sont pas un petit peu antérieurs à l'occupation, à l'église paroissiale propre d'Hennebont. Mais ça, malheureusement, ça mériterait un peu plus de travail d'archives et un peu plus d'archéologie. On sait qu'elle est du XIIe siècle parce que l'édifice qui aujourd'hui se compose d'une nef, d'un bras de transept et du chœur, eh bien, a conservé sa nef du XIIe siècle, avec notamment des traces des petites fenêtres en hauteur. On est dans typiquement ce type de nef romane où vous aviez une nef aveugle avec des petites fenêtres assez étroites placées en hauteur, et sur le côté des bas-côtés, dont on conserve aujourd'hui le souvenir. Vous avez des arcades qui sont visibles aujourd'hui dans les murs de Saint-Gilles. Ces arcades à l'origine n'étaient pas fermées, mais elles ouvraient sur un bas-côté. Donc l'édifice, la nef était un petit peu plus large. Il y avait trois alignements sur la nef, dont les deux latéraux étaient plus bas. Voilà, donc là ils ont disparu avec le temps. Autre témoignage important de cette époque, je l'ai dit, hormis la trace de ces arcades et les petites lucarnes, ce sont bien sûr les très beaux chapiteaux et deux pieds de colonne, qui étaient évidemment les chapiteaux qui sont à la croisée, qui devaient servir à porter peut-être alors si ce n'est une voûte ou au moins la structure de la croisée au milieu, un très très beau chapiteau
avec des décors en treillage dessus, hein, dit d'après Roger Grand, hein, qui est un grand historien de la Bretagne romane, on est autour du XIIe siècle. Donc un édifice assez ancien. On a à peu près la même structure pour ceux qui la connaissent dans l'église pardon, dans la chapelle de Saint-Guntière dans l'Aucoyarn. On va se retrouver avec une grande nef avec des bas-côtés. Alors à l'Aucoyarn, la nef est beaucoup plus haute, et c'est-à-dire que le niveau de sol de Saint-Gilles était un petit peu plus bas. Là encore une fois, c'est très difficile à savoir, hein, sans investigation archéologique un petit peu plus poussée. On a au XIVe siècle des remaniements extrêmement importants. Hein, il semblerait qu'on ait notamment une partie du bras du transept sud qui est disparu. Hein, le transept, rapidement, quand vous regardez une église qui a la forme d'une croix, c'est tout simplement ce qui fait les bras de la croix. Voilà, ça c'est le transept. Hein, donc bras nord et bras sud. On évite dans une église d'utiliser droite-gauche parce que tout simplement, selon la position dans laquelle on est, les droites-gauche bougent. Donc on va plutôt utiliser l'orientation, sachant que tout édifice religieux est normalement orienté, hein, c'est-à-dire tourné vers l'Orient, hein, puisque tout simplement, c'est de ce côté-ci que se lève la lumière et que tous les matins, la lumière vient vaincre les ténèbres, à l'image, pour les chrétiens, du Christ qui meurt et qui ressuscite et qui est vainqueur de la mort. Donc, le bras de transept nord a tendance à disparaître. On a aussi des aménagements, peut-être 15e, notamment sur les pignons, le pignon ouest et le pignon est, où on va retrouver des contreforts qui font fortement penser à ce type de structure. Il y a eu des modifications au XVIIe siècle, notamment les très grandes fenêtres, peut-être même XVIIIe d'ailleurs, les très grandes fenêtres du chœur. Le chœur est extrêmement allongé, ça fait un peu penser à un prieuré, c'est-à-dire avec un chœur très très long dans lequel on aurait pu avoir des stalles pour accueillir plusieurs religieux. Là encore une fois, c'est pas évident à savoir. On sait que Saint-Gilles a été un temps dépendant de Saint-Gildas de Ruisse, avant, au XVe siècle, de passer sous la tutelle de l'abbaye Notre-Dame de Joie. On en reparlera un petit peu plus tard. Donc on a un chœur assez long, avec... quand on examine la maçonnerie, parce que là les enduits ont disparu, donc on peut voir la maçonnerie, hein, une relative unité dans la construction, mais des percements de très très grandes fenêtres qui ont également été percées dans la nef, qui ont volontairement été faites pour pouvoir faire rentrer de la lumière. Donc il faut imaginer que là on n'est pas du tout dans le cadre de fenêtres avec des vitraux. Généralement, au XVIIe et au XVIIIe siècle, on arrête de faire du vitrail, ou alors on a juste des petites bordures décoratives, et encore, l'intérêt étant de faire rentrer un maximum de lumière. Et il faudra attendre le 19e siècle avec le retour du Moyen-Âge et du romantisme pour redécouvrir l'art du vitrail et aller ainsi comme ça jusqu'au XXe siècle. Donc des grandes fenêtres blanches qui ouvrent le côté sud du chœur et de la nef. Le bras de transept nord qui est encore en place a été extrêmement modifié. Il a été quasiment reconstruit en 1893 par Henri Durocher, un entrepreneur assez connu sur la place d'Hennebont. C'est également lui qui va participer au réaménagement complet de l'ensemble. Et a pourtant des petites choses en maçonnerie qui sont assez intéressantes. Alors il aurait été intéressant de savoir exactement ce qu'il en était en matière de traces archéologiques. On a une toute petite fenêtre étroite avec des petits éléments de motifs qui font vraiment penser au XIVe siècle. Donc, est-ce que c'est une récupération? Est-ce que c'est un élément qui a été rajouté en plus? Là, encore une fois, c'est difficile de le savoir. L'édifice a également été énormément restauré à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Notamment, on a refait entièrement la couverture, encore une fois en 1893, c'est Pierre Fouillenne qui s'en occupe. On a aussi sans doute à ce moment-là peut-être la suppression des collatéraux et la construction du petit porche sud que l'on voit encore aujourd'hui.
Dans les années 1926, hein, donc on est vraiment au début du XXe siècle, on a encore une campagne de travaux extrêmement importante, toujours clocher et couverture, qui sont toujours des endroits qui posent question. Et puis aussi, dans les années 60, en 1961, sous la direction de l'architecte Milo, l'architecte de la ville, et bien là, on va refaire la charpente et les enduits. Concernant la datation d'édifices, on a aussi un élément extrêmement intéressant, puisque la ville a passé commande, il y a maintenant 2 ans, d'une étude de dendrochronologie et d'une étude archéologique de la charpente. Il s'est avéré, en fait, après examen, eh bien, que la charpente de Saint-Gilles était de type armoricain. Hein, donc c'est une type de charpente particulière, hein, qui a été étudiée notamment par Coran, et qui est encore étudiée par Corentin Olivier. Et la ville lui a commandé une étude de cette charpente qu'il a pu intégrer dans son corpus de thèse. Et à cette occasion, on a fait intervenir la société Dendrotech qui, je vous le disais, a fait une étude de dendrochronologie. La dendrochronologie, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la datation des bois. Alors c'est quelque chose d'assez complexe, hein. C'est pas uniquement à aller comme on le fait quand on est enfant, compter les cernes du bois, ça c'est quelque chose qu'on fait, mais on va aussi analyser bien la dimension des cernes, on va essayer de voir quelle quantité de bois on a pour pouvoir créer cet élément-là, et donc on va avoir prélevé une carotte en bois, un tout petit élément sur lequel on va pouvoir bien examiner les cernes, leur croissance, leur modification, et on va pouvoir ainsi établir un graphique d'évolution de l'arbre, qu'on va pouvoir mettre en regard avec d'autres dans un corpus que l'on a déjà, et qui va nous donner une datation, et qui parfois peuvent être des datations extrêmement précises. À Saint-Gilles, comme date précise, on a pour le bras du transept les années 1507, 1514, 1537. Donc ça dépend des différents échantillons. Donc on est vraiment début du XVIe siècle, hein, les 40 premières années. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est contemporain de la construction de Notre-Dame de Paradis. Et on a dans le chœur des datations entre 1514 et 1544. On est aussi dans ces eaux-là, donc on est très cohérent dans la structure de la charpente du chœur et du bras nord. Là où c'est plus extraordinaire, c'est que dans la nef, eh bien, on a 2 chevrons qui ont été, alors, pas datés avec précision, parce que là, la fourchette est beaucoup plus large, hein, puisqu'on n'a pas la date précise. Hein, je vous rappelle qu'à Notre-Dame de Paradis, on a daté précisément la coupe des bois à l'automne-hiver 1592. Donc là, on est très précis. À Saint-Gilles, c'est un peu différent, mais on a quand même trouvé une fourchette de date entre 1350 et 1372. Et là, c'est extrêmement intéressant. Ça pose évidemment plus de questions que ça ne donne de réponses, puisqu'on est entre 2 grands sièges que la ville doit subir, hein, le fameux siège de 1342 avec l'aventure de Jeanne de Flandre, et en 1373, un nouveau siège par le connétable Bertrand du Guesclin. Donc on est à un moment de tension où on va intervenir sur cet édifice pour le reconstruire. Donc peut-être qu'au cours du conflit, de la guerre de succession, et notamment de ces périodes de siège, Saint-Gilles a eu à pâtir de ces combats, hein, et qu'il a fallu intervenir sur la charpente, et que donc à partir de 1350, on a recommencé à la construire. On a également mention, dans un procès-verbal de 1689, d'armoiries apposées sur le bâtiment. Hein, en gros, il y a eu des relevés d'armoiries qui ont été faits pour justifier la prééminence de l'abbaye de la Joie sur le bâtiment. On voit bien que l'édifice de Saint-Gilles-des-Champs est un édifice assez ancien, puisqu'il date du XIIe siècle, avec des transformations qui vont se faire quasiment à chaque étape, hein, sans doute au XVe siècle avec l'arrivée de l'abbaye de la Joie, ensuite au XVIIe et au XVIIIe siècle, et puis évidemment les grands travaux du XIXe siècle et du XXe siècle. Je me rends compte que je suis un peu long, donc je ferai peut-être une deuxième vidéo pour pouvoir vous parler de Saint-Gilles, notamment à l'intérieur. Je vous remercie de votre attention, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.